L'eau mouille, la terre est ronde, sauf pour les platistes, et Yannick Sinner roule sur ses adversaires en indoor, encore plus lorsqu'ils sont diminués. Mon résumé complet des premiers matchs de cette ATP Finals. Un mot aussi sur le retrait très commenté, très critiqué de Novak Djokovic pour ce tournoi. C'est le programme exceptionnel de ton premier digest de cette ATP Finals. On se met à l'aise, on claque son plus beau pouce, son plus bel abonnement aussi pour ne rien manquer de ce tournoi. Et on attaque juste après ça. Allez, on attaque ce côté réseau express avec le psychodrame qui a agité la planète tennis ces derniers jours. Novak Djokovic ne joue donc pas cette ATP Finals 2025. On pouvait s'y attendre. Lui, il a dit qu'il était blessé à son épaule. On l'a vu également parler avec Lorenzo Musetti à l'issue de cette finale d'Athènes. Finale extraordinaire de 3h01. On a eu des points énormissimes. Je pense l'une des plus belles finales de la saison. Et surtout que en début de semaine dernière, Angelo Binaghi, le président de la fédération italienne, il avait annoncé, vous le voyez juste à côté de moi, la participation de Novak Djokovic, c'était sûr à 100%, d'après le président de la Fédé, genre je l'ai eu au téléphone il y a 5 minutes et je vous le confirme, c'est certain. Alors pourquoi il a fait ça le président de la Fédé? Parce qu'il y avait encore des places à vendre sur l'ATP Finals à Turin, et dès le lendemain, Djokovic, il a mis les choses au clair, il a dit « Je ne sais pas d'où il tient cette information, en tout cas ce n'est pas de moi ni de mon équipe, je prendrai ma décision à la fin de ce tournoi ». Le tournoi d'Athènes, il était super important pour Djokovic et toute sa famille, c'est un tournoi qui est organisé par le clan Novak Djokovic. Alors pourquoi Athènes, vous vous posez peut-être la question? Parce que Djokovic est aujourd'hui persona non grata en Serbie. Il a soutenu massivement le mouvement de manifestation des étudiants contre le gouvernement, et le gouvernement serbe, il n'en peut plus de Novak Djokovic, qui du coup a déménagé en Grèce, à Athènes plus précisément, et l'ancienne licence du tournoi de Belgrade est aujourd'hui le tournoi d'Athènes. Donc c'était très important pour Novak Djokovic de bien figurer sur ce tournoi, et du coup il a joué une espèce de double jeu. Il a fait en sorte que Lorenzo Musetti reste le plus longtemps concerné par ce tournoi, parce que Lorenzo Musetti devait impérativement remporter le titre pour pouvoir aller à Turin, sauf si Novak Djokovic se désistait. Mais si Novak s'était désisté quelques jours avant, eh bien Lorenzo Musetti, il se serait barré du tournoi d'Athènes, et ça aurait affaibli considérablement le tournoi. Ce qui a affaibli aussi cette décision de Novak hyper tardive, ce sont les groupes de l'ATP Finals, parce qu'on savait pas exactement quelle était la nature des groupes. Lorenzo Musetti a donc remplacé numériquement Novak Djokovic. Alors j'ai vu beaucoup de critiques sur Djokovic, il respecte pas le jeu, il ne respecte pas les autres joueurs, c'est le roi soleil, etc. Alors oui, je pense qu'il y a un petit peu de troll dans cette histoire, on va être honnête, mais la faute elle est partagée. Si l'ATP décidait de ne pas comptabiliser Metz et Athènes dans la race 2025, ce qui sera le cas d'ailleurs l'année prochaine, c'est terminé, ces tournois-là ne compteront plus pour la race de la saison, on n'aurait pas une situation aussi ubuesque. En tout cas, on peut comprendre à quel point il était impératif pour Novak Djokovic de mettre de la lumière sur ce tournoi d'Athènes, et on peut le dire avec la finale extraordinaire qu'on a vécue face à Lorenzo Musetti. Je me répète, l'une des meilleures finales de la saison. Il nous a encore régalé. Je veux bien votre avis sur cette décision dans les commentaires. Restez courtois, je sais que ça n'a pas forcément plu à tout le monde. On continue la conversation. Allez, place à l'analyse de la première journée sur cette ATP Finals, et on commence avec Carlos Alcaraz versus Alex de Minaur dans le groupe Connors, et on a tout de suite vu l'intention tactique, stratégique de la part du bip-bip australien, c'était de prendre la balle montante et d'essayer d'agresser la diagonale revers, de forcer Carlos Alcaraz à défendre de ce côté. Alcaraz qui a certainement anticipé ce plan de jeu de la part d'Alex de Minaur, et qui va lui répondre de façon sèche, de façon froide, de façon expéditive, avec une pluie de revers long de ligne extravagant, extraordinaire. Ici, la petite banane flambée des familles, un jeu ultra agressif. Ici, le quatrième qui va lui permettre de break. Carlitos qui va s'envoler sur les jeux suivants avec toujours cette pluralité d'options dans son jeu. Ici, par exemple, il sait qu'il représente une menace de force, une menace de puissance. Ça fait 2 coups qu'il envoie des sacs dans tous les sens. Et là, il va distiller un petit +1 delicioso juste après son retour de service, l'amorti, et vous le voyez, de Minaur s'attendait à un cachou. Et là, vous observez le score et vous vous dites, bon, ça va être une démontana cette histoire, ça va être une véritable branlada. Eh bien, pas du tout. Deuxième balle pour Bip-Bip ici, dans cette position. Et je trouve que Carlitos, il est un poil nonchalant sur ce retour de revers. Elle va sortir, et derrière, de Minaur qui va réussir à sauver cette
position périlleuse avec de sublimes premières balles. Et dans une séquence typiquement alcarazienne, les petites carlosseries qui vont ressurgir pendant 10-15 minutes avec ici, dans cette position, un +1 amorti complètement caviardé et Carlitos qui va permettre à Alex de Minaur de recoller. Et ce moment-là, c'est le moment crucial. C'est le moment le plus important de la partie car nous allons entrer dans le tie-break de la première manche et on sent, c'est la première fois de la rencontre que Carlos Alcaraz, il est un petit peu sur les nerfs, il commence à se frustrer, on retrouve ce langage corporel un petit peu enfantin qu'il a pu montrer notamment face à Cameron Norrie à Paris. On avance, on se retrouve dans le tie-break de tous les dangers, Alex de Minaur qui va obtenir 2 fois un mini-break d'avance, Carlitos qui fait la course derrière et qui va se planter ici sur ce revers croisé, il part très tôt à la faute à l'échange, et c'est là où il est très fort. Même en difficulté, Carlos Alcaraz va repartir de l'avant, va repartir à l'assaut, va exercer sa créativité. Ici, un sublime retour dans la diago, il a creusé un petit sillon, il a creusé un petit espace, et il va s'engouffrer dans la brèche avec une délicieuse amortie grattée. Alcaraz qui va davantage être agressif, mais il faut aussi avoir les armes pour le faire, et Carlos Alcaraz, il peut te laisser à 4 mètres de la balle quand il le veut. Alex de Minaur qui est à 44% derrière sa deuxième balle sur le premier set. C'était vraiment un match de relanceurs, Les deux joueurs font partie des 4 meilleurs relanceurs du circuit. Un deuxième set qui va partir dans tous les sens, on va aller très vite, break, débreak, rebreak pour Carlos Alcaraz qui réappuie très fort sur ce revers long ligne, un revers manifestement travaillé et pensé en amont. Et après toutes ces petites péripéties, Carlos Alcaraz qui a décidé de siffler la fin de la récréation, boum, énorme sacoche droit devant ici en coup droit, on réalise le double break et on termine une partie où le score aurait pu être encore plus sévère. Le score aurait pu également être plus sévère sur le deuxième match de ce groupe Connors, c'était cet après-midi entre Lorenzo Lamusette, Lolo Lamusette et Taylor Fritz. Vous avez 4 balles de break ici pour Lorenzo Musetti qui travaille au départ cette partie à base de variations, notre ami Taylor, mais le delta il s'est vraiment creusé sur la qualité de service. On est à 84% derrière sa première balle pour Taylor Fritz, on est à 13 ace pour 0 double faute, alors que Lorenzo Musetti n'est qu'à 66% derrière sa première balle. Et ici, vous le voyez, quand vous avez des points gratuits sur votre engagement et surtout sur des points ultra importants comme ici, eh bien la vie, elle est beaucoup plus facile. Mais pour moi, ce qui a vraiment fait la différence sur ce match, c'est la position reculée au retour de service de Lorenzo Musetti. Fritz qui est à 12 sur 19 derrière à sa deuxième balle sur l'ensemble du match. En fait, Musetti, il adore prendre la balle descendante sur la deuxième balle adverse. Il a essayé parfois de se faire violence, il a essayé de recoller un tout petit peu, mais le problème en indoor face à un serveur comme Taylor Fritz, c'est que, ok, ici, t'as la balle qui descend, t'envoies un gros revers, parce qu'il faut un peu de temps avec un revers à une main. Bah, le problème, c'est que Fritz, il attend cette balle-là avec le petit popcorn, et il va t'envoyer une banane flambée côté ouvert, ou même dans le contre-pied. En fait, tu lui laisses les clés du match. Et là, vous le voyez, je pense que la palette parle d'elle-même. Musetti qui est à 12 sur 30 simplement derrière à sa deuxième balle. Pourquoi? Parce que Taylor Fritz a cet ADN de relancer hyper proche de sa baseline les premières ou les deuxièmes. Il a une stratégie qui est très agressive au retour, ce qui lui permet de renvoyer la balle immédiatement dans les pieds de son adversaire et d'essayer de prendre les commandes du match. Et ça, c'est impératif en indoor. Le jeu de Musetti, il fonctionne super bien sur terre battue ou sur gazon où il a une belle mimine, mais en indoor, il faut proposer un jeu beaucoup plus proactif. Surtout sur une surface comme Turin, on est à 40 de CPI où le combo service-retour est prédominant. De toute façon, il est super important dans le tennis moderne et on a vu à quel point Musetti était dépassé aussi physiquement. On sent que ce gars-là, son objectif, c'était de se qualifier à Turin, et là, clairement, les guibolles n'étaient pas présentes face à un bon, très bon Taylor Fritz, qui représentera la plus grosse menace pour Carlos Alcaraz, pour valider dès les poules sa place de numéro 1 mondial. On enchaîne sur le groupe Borg, c'était hier soir entre Alexander Zverev et Ben Shelton. Oh là 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 là, oi 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 oi, 48% de services d'Alexander Zverev n'ont pas été retournés, je répète, 48%, 1 point sur 2 sur le service de Zverev, bah c'était simplement un service. Alors ok, il serre le plomb, mais Ben Shelton, il a pas l'instinct au retour, quoi. Il est pas assez proactif sur ses jambes, il est pas assez tonique, il est pas assez dynamique, il a pas non plus cette sensation, cette main, cet accompagnement sur les retours. Combien de retours bloqués où il décentre, où il est pas vraiment appliqué, il vient pas travailler la balle complètement avec un geste assuré. Non, là ici, il met juste la raquette en opposition et il est débordé, le frérot. Débordé aussi à l'échange, on a l'impression qu'après 2 frappes, il avait envie d'envoyer un sac dans les tribunes. On est à 6
coups gagnants, 17 fautes directes en coup droit. Pas très bien placé non plus ici par exemple, mais ça a été très commun dans ce match. Et pourtant, après un début de deuxième set où Zverev était pas loin de réaliser le break, il va fléchir physiquement et Ben Shelton aurait dû même remporter ce tie-break de la deuxième manche. Ici, un schéma trop lisible, il est à 24% simplement derrière sa deuxième balle. Zverev qui se gave sur les gauchers parce que quand tu fais le service slicé du gaucher côté avantage, ça tombe sur le revers de Zverev qui est son meilleur coup, son coup le plus stable, et ici il va le clouer. Quelques instants plus tard, service Shelton, 6-4, on a un +1 sur son coup droit dans un rocking chair, et qu'est-ce qu'il fait? Coup droit baduf, c'est pas possible. Et le truc c'est que Zverev pourra même pas vraiment faire le coq, parce que sur cette autre balle de 7, il va envoyer une deuxième balle de poussin asthmatique à 128 km/h. Il la frappe avec le cadre de la raquette, et Ben Shelton qui va partir à la faute sur le deuxième coup de raquette avec un coup droit. Et je trouve que ce match, il encapsule à merveille les carences de Ben Shelton face au meilleur joueur du monde. C'est un joueur qui a des schémas tactiques illisibles, qui a une relance absolument épouvantable et qui force son jeu tout simplement. Il y a une tolérance au rallye qui est pas suffisante et j'ai peur pour lui très sérieusement sur ce Masters. C'était le match de la soirée entre Jannik Sinner et Félix Auger-Aliassime. Malheureusement, on a eu un problème physique du côté du Canadien. Avant ça, Jannik Sinner a été impérial, invraisemblable derrière à son service. 78% de première sur le premier set. C'est hallucinant. Il a perdu aucun point derrière à sa première balle. Il a perdu 3 points seulement sur sa deuxième et il a su trouver toutes les zones avec une immense variété. Sinner, c'est un chef, c'est Maïté. Il te fait de la cuisson à feu doux. On voit cette statistique qui est assez incroyable. On est à la fin du premier set. Le temps passé sur ces jeux de service, Auger-Aliassime est quasiment à 5 minutes dépensées pour valider chacun de ces jeux de service, alors que Sinner, c'est moitié moins, encore un peu plus, 2 minutes 17 simplement. Pourquoi? Parce que l'Italien a beaucoup modulé sa position au retour de service. Ici, par exemple, vous le voyez, on est dans le 6e jeu. Il est à 4 mètres de la ligne de fond. L'idée, c'était de ramener un maximum de balles avec toujours chez lui cette capacité à aller toucher ce rectangle magique, à enclencher une agression immédiate sur son +1. Comme à Paris, Félix qui a réussi à tenir grâce à de magnifiques premières balles. Ici, il va sauver 2 balles de break dans cette séquence avec un gros service extérieur. Nouvelle occasion pour Jannik Sinner quelques minutes plus tard. C'est même une balle de 7 ici dans cette position et Auger-Aliassime qui va prendre tous les risques, qui va servir une deuxième à 181 km/h. Ça va légèrement surprendre Sinner qui pourra s'en vouloir sur quelques retours où il n'a pas été méga efficace. Enfin, qui pourra s'en vouloir, faut le dire très vite parce que la performance elle est quasiment immaculée et on voit malheureusement Félix qui va craquer au niveau de son mollet gauche. Alors est-ce qu'il va jouer le reste de ce Masters ou est-ce qu'on verra Sacha Bublik à partir du deuxième match et sur le troisième match également? La question est en suspens. Le deuxième set va être une longue procession vers la victoire de Jannik Sinner et il faut pas minimiser sa performance dans le premier set parce qu'il a été ultra solide, il a mis la pression, il a forcé Auger-Aliassime à surjouer et déjà quand tu peux pas battre ce joueur-là à 100% de tes capacités, forcément quand tu es à 60-50% de tes capacités, c'est impossible. D'ailleurs Félix qui a expliqué au physio que à 6-5 dans le premier set, il avait pas de douleur et puis tout d'un coup, il a senti une espèce de décharge. Alors c'est assez problématique. Moi j'ai un gros doute sur le fait qu'on revoit le Canadien sur ce Masters. Allez, on se termine avec le coin prono, début des deuxièmes matchs demain à Turin et vous le voyez, on a du lourd. Carlos Alcaraz versus Taylor Fritz, ce sera à partir de 14h et Lolo la Musette à 20h30 affrontera Alex de Minaur. Ce coin prono est sponsorisé par les Winamax de Winami. Vous avez 2 liens, un dans la description et en commentaire épinglé. Jusqu'à 100 € en cash remboursé sur votre premier pari. Vous avez aussi le code SV10 actif pour vous rajouter 10 € sur ce pécule. L'offre, elle est réservée aux adultes. Alors, on regarde les oppositions entre Carlos Alcaraz et Taylor Fritz, même si Taylor Fritz a battu Carlos Alcaraz lors de l'horrible Lever Cup, on va pas compter cette opposition comme officielle, elle ne l'est pas de toute façon. Pour rappel, si Carlos Alcaraz remporte cette partie, il ne sera plus qu'à un seul match gagné de verrouiller définitivement sa place de numéro 1 mondial sur la fin de la saison. C'est un énorme objectif pour lui. Taylor Fritz, ça va être l'adversaire le plus coriace dans sa poule. Ça, c'est clair et net. On a l'un des meilleurs serveurs du circuit face à l'un des meilleurs relanceurs du circuit en la personne de Carlos Alcaraz. Je pense que la variance, ce sera justement la qualité de service de Carlos Alcaraz. S'il arrive à servir au-delà de 65%, s'il arrive à prendre la balle tôt montante et à déplacer Taylor Fritz, ça risque d'être compliqué pour l'Américain qui, lui, aime aussi beaucoup presser Carlos Alcaraz. Il avait fait un match remarquable lors de la Lever Cup. Je vois ici une victoire en 3-7 de Carlos Alcaraz. Sur le deuxième match demain soir, Lorenzo Musetti mène 3-1, mais attention, que des victoires sur surface naturelle à chaque fois. La seule opposition entre les deux hommes, c'était il y a 3 ans maintenant, ça avait été une victoire pour Alex de Minaur. Alors j'ai peur que Bip Bip fasse bosser Musetti, il m'offre plus de garanties physiques, donc je mets une victoire en 3-7
pour Alex de Minaur. Qui va remporter ces deux rencontres? N'hésite pas à me donner ton pronostic dans les commentaires, et nous on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. D'ici là, porte-toi bien, prends soin de toi, et mange des cacio e pepe.